Alors bonsoir, nous sommes le 23 août 2023. Donc l'actualité de ce soir est brûlante puisque en plein sommet des BRICS, auquel Poutine n'a pas pu venir assister puisqu'il était prié de rester chez lui par le président sud-africain Ramaphosa, en plein donc sommet des BRICS, disais-je, Evgeny Prigojine, le responsable ou le dirigeant, ou celui qui est associé au groupe Wagner, qui avait menacé Poutine de monter sur Moscou il y a quelques semaines pour obtenir la démission du ministre de la Défense Shoigu, et donc remettre en question assez radicalement le pouvoir de Poutine. Evgeny Prigojine est porté disparu suite au crash d'un avion dans lequel il était censé se trouver, un avion qui appartenait précisément au groupe Wagner. Alors, au moment où je vous parle, on n'a pas de certitude quant à l'origine de l'accident, ou de l'attentat, ou de l'exécution, je ne sais pas quel terme employer. L'avenir proche, à mon avis, nous le dira, ou en tout cas on aura des présomptions, puisque ce qui se passe en Russie n'est pas toujours très évident à interpréter. C'est d'ailleurs pour ça que le terme rideau de fer avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale et au tout début de la guerre froide. Donc on n'en sait pas beaucoup plus pour ce soir, mais par contre ce qu'on sait déjà, c'est que cela tombe particulièrement bien, sans mauvais jeu de mots, pour Vladimir Poutine. Et voilà, si je vous parle, c'est pour justement vous expliquer pourquoi ça tombe si bien. Alors je vais passer très vite sur la première raison, il y en aura trois. La première, tout le monde la connaît, il y a trois raisons, trois humiliations. Donc la première, c'est évidemment que Prigojine était l'instigateur de la montée d'une partie de ses troupes sur Moscou, donc un affront absolument terrible pour Vladimir Poutine, et tout le monde savait bien que l'espérance de vie de Prigojine était désormais comptée, et plutôt en jours ou en semaines qu'en années ou en décennies. Donc là, bon, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On ne peut pas affirmer que Poutine soit l'instigateur de ce qui s'est passé ce soir, mais on peut imaginer que certains de ses services ont pu le faire avec ou sans son accord, parce que, enfin, au nom de la raison d'État, ou parce que c'était absolument indispensable pour qu'il retrouve la face qu'il avait perdue. Bon. Puisqu'il avait perdu la face, il faut quand même bien le dire, ne serait-ce qu'en montrant qu'il n'était pas forcément au courant de tout ce qui se passait. Donc la première humiliation qu'il s'agissait de laver, bon, elle est absolument évidente. Mais il y a deux autres raisons pour lesquelles, finalement, cette disparition de Prigojine est très utile pour Poutine, qu'il en soit l'instigateur ou non. Il y a deux autres humiliations. Alors la deuxième humiliation, donc après le coup d'État interrompu de Prigojine il y a quelques semaines, la deuxième humiliation, c'est que Vladimir Poutine a été prié par Cyril Ramaphosa, donc le président sud-africain, de rester chez lui, de ne pas venir au sommet des BRICS, au moment même où les BRICS, c'est-à-dire cet ensemble de pays comptant le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil, j'ai déjà dit donc l'Afrique du Sud, pardon, cet ensemble de pays comptait contester la suprématie du dollar, changer le système mondial finalement de gouvernance, enfin ou de pseudo-gouvernance, en pesant vraiment de tout leur poids, en accueillant d'autres pays, enfin voilà. Donc finalement c'était un tournant dans l'histoire du monde, tournant réussi ou raté, peu importe, mais en tout cas ça se présentait comme un tournant, et il n'était pas convié finalement à cette réunion extrêmement importante. Donc c'était quand même une humiliation importante. Voilà, il devait se contenter de suivre de loin ce que faisait Lavrov, donc son ministre des Affaires étrangères, avec les chefs d'État indiens, chinois, etc.
Donc, voilà, il s'agissait peut-être de faire oublier ou de détourner l'attention de cette extraordinaire humiliation. D'autant plus qu'il y en avait une troisième. Le hasard de l'actualité ou la logique plutôt des systèmes démocratiques d'un côté et autoritaires de l'autre, donc les hasards ou la logique a fait ou ont fait que l'Inde a réussi brillamment ce que la Russie a échoué il y a quelques jours à peine. Voilà, on sait que voilà, le domaine spatial est un domaine hautement symbolique, parce que c'était finalement là que se cristallisait toute la rivalité entre les États-Unis et l'URSS dans les années 60, pendant la guerre froide, avec la conquête de l'espace, puis de la Lune, puis l'arrivée du premier homme sur la Lune. Les Soviétiques et les Américains alternaient dans leur réussite, parce que les Soviétiques avaient réussi à envoyer un homme dans l'espace, à envoyer un engin sur la Lune, et les Américains ont réussi à envoyer des personnes sur la Lune, des astronautes, alors qu'il n'y avait pas eu de cosmonautes, donc russes. Donc cette fois-ci, les Russes avaient voulu envoyer de nouveau un engin sur la Lune. Cet engin s'était crashé, d'ailleurs comme l'avion de Prigogine. Alors que l'Inde, aujourd'hui même, a réussi son objectif de faire allunir, atterrir sur la Lune, un engin indien, avec des moyens financièrement limités, mais par contre des moyens humains qui étaient vraiment à la hauteur, et des moyens sociaux, presque sociétaux, parce que finalement, réussir quelque chose comme ça suppose une organisation sans faille, mais aussi un système sociopolitique dans lequel, comment dire, tout fonctionne. Où il n'y a pas trop de corruption, pas d'incompétence, pas d'argent qui disparaît, là où la Russie souffre de tous ces problèmes. Quand finalement la Douma, l'Assemblée, décide d'envoyer de l'argent à Baïkonour, cet argent n'arrive pas forcément, il y a de la corruption, il y a des détournements de fonds, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et finalement le crash de l'engin russe sur la Lune, finalement, symbolisait cet échec de toute une société, de tout un système autoritaire et surtout mafieux. Voilà. Donc là où l'Inde a brillamment réussi, tout simplement parce que c'est une démocratie où finalement les choses se passent normalement ou à peu près normalement, et pour faire atterrir, allunir un engin sur la Lune, il faut que ça se passe plus qu'à peu près normalement. Là, on est dans l'excellence de l'organisation, dans l'excellence scientifique et technique, mais aussi donc humaine, j'insiste là-dessus. Donc, c'était quand même l'humiliation de trop, et comme par hasard, c'est au moment où toutes ces humiliations s'accumulent et se cristallisent aujourd'hui même que l'avion de Prigogine tombe. Voilà. Chacun déduira ce qu'il veut, il ne s'agit pas d'être complotiste, il s'agit simplement de remarquer que cet événement tombe drôlement bien pour détourner l'attention de toute cette série d'humiliations qui remettaient quand même particulièrement en cause Vladimir Poutine et le système qu'il a mis en place en Russie, ou la destruction d'un système démocratique qui avait commencé à se mettre en place avant qu'il ne le détricote méthodiquement. Donc voilà, l'avenir nous le dira, et on peut penser, alors l'avenir nous le dira, c'est une formule un peu facile, mais en l'occurrence, il y a quand même quelque chose de vrai, qui est que chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça en Russie, on ne sait pas, on ne sait pas tout, on ne sait pas, voilà, on n'a pas forcément accès à tous les éléments comme on pourrait le faire dans une démocratie, mais on peut observer des réactions. Alors des réactions qu'il faut interpréter, bien sûr. Je rappelle que pour savoir par exemple que quelque chose est vrai en Russie, il faut que le Kremlin l'ait démenti formellement, selon les dires d'un diplomate israélien pendant la guerre froide. Donc c'est toujours valable. Et pour savoir si Poutine revendique l'assassinat de quelqu'un, il faut voir un certain nombre de signes, son enthousiasme,
ou sa colère. Bon, voilà. Généralement, il ne manifeste pas énormément de colère quand un opposant, quelqu'un qui menace son pouvoir, un journaliste, un politicien ou un militaire qu'il juge dangereux, meurt. Voilà. Il est rare qu'il soit extrêmement en colère à ce moment-là. Il arrive même qu'il soit franchement euphorique quand il s'agit de la mort d'un opposant. Hein. Rappelons-nous, par exemple, l'embrassade et le sourire jusqu'aux oreilles qu'il avait eu lorsqu'il avait rencontré dans un sommet Mohamed Ben Salman, peu de temps après que ce dernier ait commandité l'assassinat d'un journaliste dans l'ambassade, enfin découpé en morceaux dans l'ambassade saoudienne en Turquie. Alors voilà, je dis commandité parce que je pense que c'est un secret de polichinelle que Mohamed Ben Salman était le commanditaire de ce meurtre. Et voilà, si on n'avait besoin que d'une seule preuve, bah, il faudrait considérer que le renseignement russe devait savoir qui en était à l'origine et que Poutine, en tant que membre actif du FSB, c'est-à-dire les renseignements russes, savait ce qu'il faisait quand il était aussi joyeux de se retrouver avec son alter ego, Mohamed Ben Salman. Voilà, donc je vous laisse observer ce qui va se passer dans les jours à venir pour vous faire votre opinion sur ce qui a pu ou dû se passer. Voilà, je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois. Au revoir.